De nombreux Burkinabés l'ont souhaité, c'est désormais fait. Hier, le centre hospitalier universitaire de Tengango, au cœur de la prise en charge des malades du coronavirus, a ouvert ses portes pour la première fois à la presse. Comment se fait la prise en charge des patients? Le personnel soignant fait-il face à la situation dans des conditions adéquates? Les éléments de réponse à suivre dans un court instant. Au moment où elle a le plus besoin de financement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devra se passer de la contribution américaine. C'est Donald Trump qui l'a annoncé hier au motif que l'organisation n'a pas fait assez face à cette pandémie qui ravage. Voilà pour les grandes lignes de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Pour la première fois depuis que le pays est touché par le coronavirus, l'une des chevilles ouvrières de la lutte ouvre ses portes à la presse. Ainsi donc, ce 14 avril, nos équipes ont pu toucher du doigt la réalité au CHU de Tengango dédié à la prise en charge des malades de Covid-19. Les conditions de travail des médecins, la prise en charge des patients, ce sont autant d'aspects qui ont été sculptés par Luc Parbelgam, qui était de la visite. Regardez. Le Covid-19 se vit au quotidien au centre hospitalier universitaire de Tengango, entièrement dédié à la prise en charge des malades depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso le 9 mars 2020. Au-delà des chiffres, c'est la réalité que nous avons touché du doigt ce 14 avril. Sur les 515 cas confirmés à la date du 12 avril, 48 sont hospitalisés ici et repartis dans 3 services que sont les urgences, la réanimation et les 2 bâtiments abritant les patients ne présentant pas de signes de gravité. Nous avons au bâtiment 15, 26 patients, dont 6 au rez-de-chaussée et 20 au premier étage. Au bâtiment 16, nous avons 15 patients. Et il y a 3 qui sont sous oxygène. En réanimation, nous avons 2 patients, dont un sous respirateur. Et aux urgences, nous avons 5 patients. Tout commence au tri depuis l'extérieur. C'est à partir de la semaine passée qu'il est possible de se présenter à l'hôpital de Tengango en cas de signes suspects. La porte d'entrée des malades, ce sont les urgences. Tout cas suspect qui arrive passe par le service du professeur Flavien Caboré, anesthésiste, réanimateur et chef de service des urgences. Où le tri est fait, d'accord, en fonction de l'état du malade, soit il est stable et il va en hospitalisation, soit il est instable et il va en réanimation, d'accord. Voilà. Maintenant, ce que nous avons décidé de faire, en attendant qu'on soit bien sûr, on ait les moyens plus poussés, nous avons décidé de garder ici tous les cas suspects jusqu'à confirmation ou infirmation de leur diagnostic. En ce moment, ils pourront soit, s'ils sont négatifs, repartir vers notre centre hospitalier, ou s'ils sont positifs, donc continuer donc leur circuit à l'hôpital, puisque l'hôpital, théoriquement, est censé ne recevoir que des cas positifs confirmés. Les cas suspects en attente de confirmation ou d'infirmation des résultats, c'est ceux-là. Un étudiant et une dame âgée sous assistance respiratoire. Ce service est réouvert depuis une semaine en raison des travaux qui y avaient cours. Selon le professeur, il dispose de jusqu'à 12 lits équipés, mais n'a jamais eu à les utiliser tous d'emblée. Après les urgences, le service de réanimation. L'accès est strictement interdit et 2 patients s'y trouvent, dont un sous respirateur. Là également, on nous rassure que tout se passe bien, sauf des malades qui arrivent dans des cas de tableau de détresse respiratoire qui compliquent parfois les interventions. Sur les 48 patients au total à Tengango, 41 sont au bâtiment 15 et 16, sous les bons soins du docteur Raogo Pierre Caboré, médecin interniste. Le cas de ce médecin prouve une fois de plus l'implication et le professionnalisme de certains personnels soignants. Chef de service au CMA de Pissi, il s'est porté volontaire pour aider à la riposte de la pandémie du Covid-19. Il faut dire que l'homme est nanti d'une expérience en maladies infectieuses, dont une mission récente en 2019 en Allemagne. Il a en charge 26 patients, dont ceux qui se plaignent des conditions d'hospitalisation, non sans louer les mérites du personnel soignant. Oui, ça va. Les
médecins font ce qu'ils peuvent de mieux. En tout cas, c'est à féliciter, mais le gouvernement, ça ne va pas. Voilà, parce qu'on crie, les toilettes, ça ne va pas. La nourriture, c'est rien qu'hier qu'ils ont commencé à un peu améliorer, sinon ça ne va pas. Les conditions ne sont pas bonnes. Et quand vous parlez de confiner les gens, par exemple, pendant 10 jours, la personne ne sort pas, par exemple, au moins vous pouvez mettre une télé pour qu'au moins la personne ne se distrait à rien. Vous pouvez passer voir les toilettes. Les hommes, comme les adultes, femmes et garçons utilisent les mêmes toilettes. Donc les toilettes n'étaient pas en bon état. Non, le matin, voilà, ils viennent vous donner la bouillie comme ça, avec 4 carreaux. Ce patient se plaint de la restauration et de l'état des toilettes. Il évoque également les heures de soins. Pour lui, ils sont parfois abandonnés. Le médecin interniste ne dément pas les écarts des heures de soins, mais il parle aussi d'une nette amélioration à ce niveau. Il y a des heures où les équipes doivent passer. Il y a les heures de soins, mais entre ces heures de soins, on a demandé à ce que donc, les équipes s'organisent pour passer entre ces heures de soins. Pour les repas, nous avons pu constater ce qui est servi. Au menu du jour, au déjeuner, du fonio. Là également, il y a de l'amélioration par rapport à ce qui était servi au départ. Les toilettes du bloc B ne sont pas bouchées. Si certains se plaignent, d'autres apprécient hautement leur traitement au centre hospitalier universitaire de Tengango. De ceux-là, Sibiri Ouedraogo. Ce garagiste pense avoir chopé le virus au contact d'un client. Après 14 jours ici, il dit se porter mieux. Moi, je suis content, vous n'avez pas vu, je suis en train de rire avec vous, puis je cause avec vous. Je mange bien, je pars à la selle bien, donc je n'ai pas de problème. Bon, ça vous, est-ce que ça va, voilà, 2 semaines comme ça là. Mais je suis guéri, je suis très content. Les gens qui parlent mal dans les réseaux sociaux là, s'ils rentrent ici, ils vont voir, vraiment, moi je peux même pas, que Dieu n'a qu'à les donner longue vie et bonne santé. Surtout les docteurs là, me fait ici là, j'ai pas de problème. Les nombreux appareils sont prévus en cas d'urgence. Sinon, les patients du bâtiment 15 et 16 sont soignés à la chloroquine et à l'azithromycine. Oui, c'est la chloroquine, plus un antibiotique. Chloroquine, un comprimé 3 fois par jour. Et l'antibiotique, le premier jour, un comprimé, et les jours suivants, moitié-moitié. Bon, depuis que je suis entré ici, la température aussi entre 36,7 et 37,5. Bon, la tension aussi est bonne, 14,9. Tous les services du CHU disent avoir ce qu'il faut pour faire face au flux des patients pour l'instant. Il y a les équipements, les produits et le personnel. Aux urgences, par exemple, il y a 24 médecins et une soixantaine d'infirmiers pour un service qui a une capacité de 30 lits. Au CHU de Tengango, on parle de l'arrivée prochaine d'experts chinois de la ville de Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Je ne sais pas si on doit laisser donc la peur prendre le dessus. Personnellement, je pense que j'ai assez d'outils pour prendre en charge certaines pathologies hautement contagieuses, y compris bien sûr le coronavirus. C'est pourquoi je suis là, pour partager, donc d'abord pour servir, mais aussi pour partager donc, avec mes collègues. De manière générale, le personnel soignant dit avoir le moral haut et prend les critiques et les plaintes positivement pour peu qu'elles contribuent à une amélioration des conditions de travail et de prise en charge des malades du Covid-19. Mais la qualité des soins et du personnel ne devrait encourager personne à baisser la garde. Le meilleur soin, c'est d'éviter la maladie. Maladie de riches ou de personnes nanties. La réalité est là. Des personnes sont atteintes du Covid-19. Nous avons pu voir celles qui sont hospitalisées au CHU de Tengango et officiellement, 28 personnes en sont mortes. Les agents de santé très dévoués sont convaincus qu'on viendra à bout de la pandémie au Burkina Faso, que le taux de mortalité peut baisser, que la chaîne de contamination peut être rompue, mais les Burkinabés doivent rester responsables, disciplinés et respectueux des mesures sanitaires en vigueur dans ce contexte.
Après les reproches, la sanction. Le président américain est passé à la vitesse supérieure. Donald Trump a annoncé hier la suspension de la contribution américaine au profit de l'OMS, l'organisation qu'il accuse de ne pas faire assez face à la pandémie du coronavirus qui sévit. Le coupable était tout trouvé. Après avoir menacé Donald Trump à Séville, il a suspendu la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, accusant l'institution de mauvaise gestion et d'avoir dissimulé la propagation du virus. Si l'OMS avait fait son travail et avait envoyé des experts en Chine pour évaluer objectivement la situation et dénoncer le manque de transparence de la Chine, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts par rapport à aujourd'hui, a martelé le président américain. Cela aurait sauvé des milliers de vies et aurait empêché les dégâts sur l'économie mondiale. Les États-Unis financent l'OMS à hauteur de 400 millions de dollars annuels, une perte malvenue en ces temps de pandémie. Sous le feu des critiques en pleine campagne électorale, Donald Trump est aussi engagé dans un bras de fer avec le gouverneur de New York. Alors que le président veut relancer l'économie dès que possible, Andrew Cuomo a réitéré ses mises en garde. Pas question de lever les restrictions avant que le virus ait considérablement reculé dans l'épicentre new-yorkais. Au total, les États-Unis, pays le plus touché au monde, ont enregistré près de 26 000 décès, dont 40% dans l'État de New York. 600 000 cas ont jusqu'ici été recensés. De retour chez nous au Burkina Faso, le personnel soignant dévoué dans les soins des malades du coronavirus, le résultat est visible sur l'état de santé du ministre en charge de l'administration territoriale. Testé positif au Covid-19 il y a quelques semaines, Siméon Sawadgo est guéri. Ce 14 avril, jour de reprise de service pour lui, c'est un ministre décidé à évacuer les dossiers brûlants de son département que nos reporters Majid Bakouan et Arsène Konditamde ont rencontré. Siméon Sawadogo de retour à son poste après des semaines d'absence. Après avoir été testé positif à la Covid-19, il avait été interné à la clinique Princesse Sarah pour être traité. Grâce aux bons offices du personnel sanitaire, le ministre d'État est de nouveau sur pied. C'est un Siméon Sawadogo très enthousiaste qui retrouve ses collaborateurs ce 14 avril sans risque de leur transmettre le nouveau coronavirus. Oui, mais c'est quand je retrouve tout le personnel là. Donc d'abord, il y en a qui étaient anxieux, qui se demandaient qu'est-ce qui pouvait arriver. Il y a des silhouettes qui manquent, cette silhouette du ministre délégué, du secrétaire général dans le couloir qui manquait. Donc tout le monde était un peu déboussolé. Mais aujourd'hui, bon, quand je regarde sur le visage, c'est des villages rayonnants, donc un personnel donc, encouragé, donc apte à aller au combat pour le développement de ce pays. À peine arrivé, Siméon Sawadogo reprend le train en marche. Avec ses collaborateurs, le ministre est à pied d'œuvre pour apporter des solutions à certains grands dossiers qui sont du ressort de son département. Il y a d'autres programmes assez importants sur lesquels nous sommes en train de voir, parce que ça joue aussi sur le calendrier du ministère. Vous avez le report qui a été fait, mais qu'est-ce qu'on fait par exemple en ce qui concerne donc les élections? Il y a des questions qui sont posées, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et nous avons également des cas comme le 11 décembre, nous avons le cas du Hajj, nous avons un certain nombre d'urgences, nous avons des situations donc, à nos frontières que nous devons pouvoir gérer. Siméon Sawadogo est sorti de l'hôpital à un moment où la polémique enfle sur les conditions d'hospitalisation des malades de la Covid-19. Le ministre appelle à une plus grande indulgence vis-à-vis de l'équipe de gestion de la pandémie. Dans une situation pareille, donc tout ne peut pas être donc parfait au départ. Donc il faut que les réglages se fassent au fur et à mesure. Et je pense que nous allons pouvoir dire ça. En tout cas, à notre niveau, nous saluons tout le corps sanitaire, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui ont travaillé autour de nous et qui travaillent autour des malades, pour qu'ils puissent découvrir la santé. Je profite ici pour prier Dieu pour que ceux qui sont encore malades puissent découvrir la santé. La Covid-19 n'est pas une fiction, elle est une réalité. Et Siméon Sawadogo invite les Burkinabés à s'y faire. Il demande aux populations le respect strict des mesures barrières édictées par le personnel sanitaire.
Dans le secteur de l'éducation, ce n'est pas encore la réouverture des classes, mais le redémarrage des cours est prévu pour le 28 avril prochain. Plus d'un mois maintenant que les classes sont fermées, les acteurs de l'éducation craignent le pire. Les parents d'élèves, eux, s'interrogent. L'État, qui ne veut pas entendre parler d'année blanche, devra d'abord contenter les syndicats qui posent des préalables. Ils réclament le remboursement des salaires coupés. Pendant ce temps, il y a ces experts du domaine qui ne tarissent pas de propositions pour sauver l'année. C'est le grand format de cette édition, un dossier signé Abdourazak Traoré. Une reprise effective des cours à partir du 28 avril 2020 et ce, après plus d'un mois de suspension. Une reprise dans quelles conditions, à quel prix, comment? Le communiqué du gouvernement n'en dit pas plus. Mais selon les informations qui nous parviennent, deux grandes propositions sont sur la table. La première, c'est celle qui a fuité alors que les réflexions ne sont pas encore achevées au ministère de l'Éducation nationale. Les idées qui se dégagent de ce brouillon qui s'est retrouvé sur la place publique optent effectivement pour la réouverture des classes le 28 avril. Un plan de réponse conditionné en amont par des mesures administratives et préventives. Le plan a été soumis aux partenaires sociaux la semaine dernière. Les concertations se poursuivent, mais d'ores et déjà, leurs positions sont connues. Sans le rétablissement des salaires suspendus pour faire de grève, pas de reprise de cours. Et on ne s'est pas encore clairement prononcé là-dessus. Donc pour l'instant, l'avis de l'individu zangré ne compte pas parce que c'est le groupe, c'est la décision du Bureau national qui compte. Mais au moins, nous avons dit à M. le ministre qu'il y a un préalable à tout. Et ce préalable, c'est d'abord et avant tout la restauration des salaires qu'ils ont sauvagement coupés ou supprimés. Et là, nous sommes formels là-dessus. Au-delà de ce préalable, plus d'un spécialiste de l'éducation pense que l'idée d'ouvrir les salles de classe dès la fin de ce mois est suicidaire dans un contexte où la courbe des infections demeure ascendante. Je ne vois pas techniquement comment est-ce que cela pourrait nous épargner quand même des désastres, si je peux m'exprimer ainsi. À défaut, si ouverture il y a, il serait judicieux de prioriser les classes d'examen. Si dans une école, je pense du CP1 jusqu'au CM2, on a 6 écoles, on les répartit entre les 6 écoles, on fait appel aux autres enseignants qui tenaient les autres classes. Chaque enseignant tient un groupe et il cadence la progression. Ça, par exemple, c'est une solution qui est possible pour les classes d'examen. J'ai dit bien pour les classes d'examen. Voilà pour ce qui est de la première proposition sur la table. La deuxième, elle, est relative à l'enseignement à distance. Le e-learning pourrait être la trouvaille pour sauver l'année académique. Là encore, il n'est pas une question de calquer un modèle copié d'ailleurs. Il faut prendre en compte l'aspect pédagogique, il faut prendre en compte l'aspect socio-économique. Et si je prends le cas de la télé, on parle de la télé, on parle d'Internet. Internet, c'est combien % des Burkinabés aujourd'hui qui ont accès à Internet? C'est une élite. Même la télévision, 24% des foyers, le taux de pénétration de la télévision, c'est 24%. Mais quand vous prenez les 24%, c'est beaucoup plus concentré dans les villes que dans les zones périphériques. Alors que quand on prend le MENA, par exemple, la majorité des élèves se retrouvent en milieu périphérique, dans les provinces. La radio également, la radio la plus écoutée, c'est 18%. Donc avec ça, il faut peut-être démultiplier les outils de transmission des connaissances. Démultiplier les outils de transmission de connaissances, oui, mais à condition de tenir compte d'un certain nombre de principes édictés par les éducateurs. C'est son utilité. Est-ce que l'outil permet, est-ce qu'il a des fonctionnalités qui me permettent d'atteindre les objectifs pédagogiques que je vais viser? S'il permet, on y va. On passe à la deuxième dimension qui est l'utilisabilité. L'utilisabilité ici, c'est quoi? Est-ce que l'outil sera facile d'utiliser par mon public cible ou mes acteurs? Est-ce que l'outil il sera disponible immédiatement pour mes acteurs? Est-ce que l'outil il sera tout simplement accessible? S'il n'est pas accessible, donc ça veut dire que toutes ces conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire que si l'utilisabilité n'est pas réunie, alors ici, la troisième dimension, c'est l'acceptabilité. Ici, l'acceptabilité, c'est quoi? Ça veut dire que est-ce que l'outil que nous allons utiliser lutte contre nos mœurs? Mais dans notre cas, par exemple, dans l'exemple dont je viens de parler avec l'établissement, nous avons étudié ces trois dimensions
tous les étudiants de l'établissement étaient déjà sur WhatsApp, ils avaient même déjà les groupes dans des classes. S'ils étaient déjà là, ça veut dire qu'ils ont accepté. Le seul hic avec cette pratique est l'inaccessibilité des élèves et des étudiants à des outils qui nécessitent par exemple un smartphone muni d'une connexion Internet. La majorité des apprenants n'en disposent pas. Mais ce n'est pas grave, rétorquent ces spécialistes. En temps de crise de cette nature, il faut du cas par cas. Que personne ne soit oublié. Alors la proposition que j'ai lue parle par exemple du CP1 jusqu'au CM2. Alors que dans le cas des e-learning, si nous posons les problèmes de cette manière, il sera quand même un peu difficile de les tenir. Il ne faut pas mettre l'accent seulement sur la télévision, il ne faut pas mettre l'accent seulement sur la radio. Alors, le côté pédagogique, c'est quoi? Il est clair qu'on ne pourra pas terminer l'année. Si on ne pourra pas terminer l'année, il faut aller vers il faut travailler sur les programmes orientés vers l'éducation en situation d'urgence, c'est-à-dire identifier, par exemple, les prérequis qui sont nécessaires à chaque classe supérieure. Et dans les modules qui seront dispensés, on met l'accent sur ça. Si vraiment on veut aller vers la continuité pédagogique des activités qui s'entend organiser les examens à la fin de l'année. Et là, même là, ce serait très très difficile parce que les élèves ne sont pas autonomes. Moi, en tant qu'adulte, si je suis un cours, si on me donne un cours, je ne comprends pas, je peux aller fouiller sur Internet pour comprendre. Mais les élèves, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut un adulte à côté pour leur expliquer. Le principe est valable pour l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi Dr Benjamin Sia, qui a fait sa thèse de doctorat sur la technologie éducative en France, s'insurge contre la procédure du e-learning qui est un projet dans les universités publiques. Par exemple, moi, j'ai reçu un message, me demande d'envoyer mon cours en PDF. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas mettre un cours PDF en ligne qui construit une formation à distance. La formation à distance, c'est tout un dispositif qui a ses spécificités. Il y a des techniciens pour ça. Et je pense qu'à ce niveau, il y a une cellule, il y a un groupe d'ingénieurs technopédagogues qui a fait une proposition au nombre de 14 qui ont les compétences, qui sont aguerris, qui peuvent aider le ministère, l'État, dans la production, la structuration de contenu pour la formation à distance au niveau supérieur. Et même au niveau supérieur, il est difficile de prendre en compte tous les cycles. Parce qu'il y a un élément de base, les compétences numériques de base. Quand vous prenez les étudiants de première année, deuxième année, troisième année, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Ça, je suis désolé de le dire. Celui qui ne croit pas, ils n'ont qu'à venir. J'enseigne à l'université, je pose souvent des questions terre à terre. Ils ne savent pas ce que c'est un Word, ils ne savent pas ce que c'est qu'un Excel. Comment vous pouvez faire des formations à distance pour ce public cible-là? Docteur Benjamin Sia jette son dévolu sur le cycle master. Filière de master, là, et par université, on met un dispositif de formation à distance en place. On identifie ceux qui sont déjà formés, eux, ils peuvent déjà commencer à structurer, à mettre en ligne leurs cours. Ceux qui ne sont pas encore formés, on peut les former à distance. Et je l'ai dit, il y a une équipe qui est là, qui peut apporter leur appui. On ne demande pas de l'argent, c'est une question de survie de la nation. Une question de survie de la nation. La raison est largement suffisante pour que ces experts de l'éducation appellent le gouvernement à associer les compétences locales déjà expérimentées. Des contenus ont déjà été produits grâce à l'État lui-même et ses partenaires. Il suffit juste de mettre les moyens pour leur duplication et la mise à l'échelle, se laisse convaincre Dr Sia. Cap sur l'Assemblée nationale à présent où une trentaine d'élus nationaux étaient en plénière ce 14 avril. Une session qui aura permis l'adoption de 2 projets de loi, un sur la justice et l'autre sur la création de l'Agence africaine du médicament, une agence qui devrait permettre au Burkina Faso de garantir la disponibilité du médicament essentiel générique. Les précisions de Ibrahim Compaoré et Roméo Queta. L'Assemblée nationale autorise la ratification d'un traité portant création de l'Agence africaine du médicament. La loi adoptée à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle ce 14 avril devrait permettre au pays de bénéficier d'une assistance technique en matière de santé et de garantir la disponibilité du médicament essentiel pour le système médical. L'agence nous permet de parler le même vocabulaire en matière de faux médicaments, médicaments de qualité inférieure et de tout autre produit
le dispositif médical, tout ce qui intervient dans le diagnostic, la prise en charge, dans la recherche, les essais cliniques, tout y est. Et je pense que cette agence était la bienvenue. Et de voir que le Burkina Faso fait partie des premiers pays à ratifier le traité. 7 pays africains ont signé le traité, mais aucun ne l'a encore ratifié. Le Burkina Faso est donc le premier pays à ratifier ce texte sur la création de l'Agence africaine du médicament. Un fait curieux, pensent certains députés, si tant est que cette organisation panafricaine renferme de nombreux avantages comme le prétend la ministre, s'interroge-t-il. Les gens ont signé le traité, mais c'est la ratification. Et je pense que chacun veut comparer à sa réglementation. Peut-être c'est des pays qui veulent comprendre, qui n'ont pas leur agence totalement fonctionnelle et qui cherchent à comprendre. Mais je pense que la ratification de ce traité va nous permettre de gérer beaucoup de choses et de pouvoir contrôler les médicaments et les dispositifs médicaux de quantité et de faible qualité. L'autre membre du gouvernement à défendre son projet de loi face aux élus nationaux, c'est le ministre de la Justice. René Bagoro veut combler un vide juridique. Depuis 2014, la province du Ganzourgou n'est pas légalement rattachée à un tribunal de grande instance qui puisse connaître de ces dossiers. Une insuffisance de la loi 2014 portant création du tribunal de grande instance de Ouagadougou, dira le ministre. Ce projet de loi modificatif, qui a aussi reçu cutus des parlementaires, vise à corriger ce couac en rattachant la province du Ganzourgou au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Mais question, pourquoi le gouvernement a dû attendre 6 ans avant de rectifier une telle erreur? Vous savez que depuis que nous sommes arrivés, nous avons entamé quand même une série de réformes. Nous avons commencé par les grands textes comme les lois pénales, notamment le code pénal, le code de procédure. On ne peut pas faire tout à la fois. Et aujourd'hui, cette erreur a été corrigée. Je crois que c'est ce qui est l'essentiel. Parce que notre objectif était de commencer par là où il fallait rapidement faire des réformes pour notamment fluidifier les procédures. Et ça, nous avons fait en mettant un nouveau code de procédure pénale. On aurait pu faire peut-être tout en même temps, mais vous savez, le processus d'élaboration des tests et de leur adoption, ça prend du temps, qui vient qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Le tribunal de grande instance d'Ouagadougou aura son siège au quartier Karpala. L'ambition du gouvernement est de créer un tribunal de grande instance dans les 45 provinces du pays, annonce le ministre de la Justice. Avant de nous quitter, l'actualité hors de nos frontières, ce 15 avril, c'est également ce triste souvenir en France, l'incendie de Notre-Dame il y a de cela 1 an. Un incendie toujours gravé dans la mémoire française, alors même que la reconstruction de la cathédrale est prise au piège par la crise sanitaire qui frappe le monde. Regardez. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame a pris feu. Survenu il y a tout juste 1 an, cet incendie reste encore gravé dans la mémoire française. C'est un monument historique, c'est quelque chose d'ancré dans le cœur, je pense, des Français. C'est impressionnant. Rodolphe a été parmi les premiers à réagir à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame peu avant 19h ce lundi soir. La première vision, c'est de voir des engins tout le tour, sur la périphérie droite de la cathédrale, parce qu'on ne voyait pas l'autre. Et puis de voir, on voyait à travers les tours, on voyait qu'il n'y avait plus de toiture. Et on voyait un immense brasier, en fait. C'est impressionnant. 24 heures après l'incendie, le président de la République française, Emmanuel Macron, a promis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Dans cette optique, plus de 750 millions d'euros ont été promis, mais 1 an plus tard, la reconstruction a été suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus. Les ouvriers ont été au premier stade du projet lorsque les mesures de décontamination nécessaires pour manipuler le plomb fondu de l'église ont été déclarées incompatibles avec les règles fixées pour contenir l'épidémie du coronavirus en France. Depuis lors, les travaux ont été interrompus, un arrêt qui, selon les responsables en charge, menace la structure du bâtiment.
Tant que nous avons cet échafaudage, il y a encore 50% de chances que davantage de dégâts soient causés à la cathédrale. Une fois l'échafaudage démonté, ce qui devrait nous amener probablement à septembre ou octobre, il faudra analyser les différentes pierres pour savoir lesquelles doivent être remplacées et lesquelles peuvent encore être utilisées. Nous mettrons ensuite en place une sorte de parapluie pour protéger l'ensemble du chantier. En déplaçant les priorités et les fonds vers la lutte contre le coronavirus, les pays doivent reporter, ou dans certains cas même abandonner, les objectifs ambitieux socio-économiques qu'ils s'étaient fixés. En France, la reconstruction de Notre-Dame allait devenir un symbole d'unité et d'ambition nationale. Les plans ont été perturbés par la pandémie, mettant en danger les progrès réalisés jusqu'à présent. De retour au Burkina Faso, Ouagadougou s'est réveillé enveloppé de poussière. Vous qui êtes sortis, vous avez certainement pu le constater. Prenez donc bien soin de vous et des autres autour de vous. Et voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.